Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cette semaine, j'ai un invité très spécial et assez unique dans ce podcast. Il s'appelle Yannick et il est artisan fromager. Évidemment, je ne peux pas avoir un podcast sur la langue française sans te parler à un moment donné de fromage. Je te l'ai déjà dit, j'ai décidé d'inviter des personnes dans ce podcast car très égoïstement, j'apprends énormément de choses grâce à elles. Et comme dit l'adage, « If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room ». Mais pour te parler de fromage, je voulais en fait que ce soit un expert qui t'en parle, quelqu'un du métier qui vit le fromage. Et pour la petite histoire, mon amoureux Reynaldo habitait avant dans le 15e arrondissement et il allait très souvent dans une boutique pour acheter son fromage. Et mon amoureux, il est français et comme tout Français qui se respecte, il aime le très bon fromage. Et de temps en temps, il aime acheter un bon fromage chez le fromager et il ne va qu'à une seule adresse. C'est chez Thomas Artisan au 66 rue du Commerce où Yannick travaille. À force d'y aller, forcément, tu sympathises avec les commerçants. T'es obligé de sympathiser avec Yannick et en y allant régulièrement, car c'était aussi à ce moment-là la saison de la raclette, je voyais bien que Yannick était passionné et surtout passionnant. Et donc, je lui ai dit directement, écoute, j'ai un podcast sur la langue française et la culture française francophone. J'adore ta vibe. Est-ce que tu accepterais de venir me parler de ton métier dans mon podcast? Et il a directement accepté. Et nous y sommes. J'ai plein de points en commun avec Yannick, notamment le fait de ne pas rentrer dans le moule de l'école. Tu vas découvrir dans cet épisode son parcours avec l'école. En France et en Belgique et dans beaucoup de pays, encore aujourd'hui, malheureusement, si tu ne termines pas l'école ou termines pas les études comme tout le monde, forcément, tu le culpabilises car la société te fait croire que c'est le seul moyen de réussir professionnellement parlant. Et comme Yannick, moi, je n'étais pas bien à l'école. J'étais un éléphant à qui on demandait de voler et pourtant, je suis devenue professeure. C'est le comble, je le sais. Et c'est en rencontrant des personnes à partir de mes 20 ans et en sortant du système scolaire que j'ai compris qu'on pouvait apprendre et s'épanouir et aussi professionnellement parlant. Et Yannick, c'est un peu la même chose, avec sa version évidemment, à peu près. Et pourtant, l'école s'est trompée à son sujet. Tu n'entendras pas quelqu'un d'aussi passionné et d'aussi passionnant que Yannick à propos de son métier. Avec cette interview, je t'emmène dans le vrai Paris, le Paris des Parisiens, des artisans et du terroir. Yannick partagera avec nous son parcours professionnel et aussi évidemment quelques secrets sur le fromage et quelques définitions de base. Le fromage est un monde infini et illimité, donc évidemment ici, il nous en parle dans les grandes lignes. C'est une forme de guide complet débutant dans le monde du fromage. Et j'ai aussi une annonce à faire pour les membres du club. Yannick va utiliser quelques termes techniques ou quelques abréviations et des acronymes et quelques noms de fromage que tu ne connais peut-être pas et à l'oral, ce sera peut-être difficile de les deviner. Donc sur ta transcription, disponible uniquement pour les membres du club, j'ai ajouté un mini-guide avec des photos et les fromages les plus connus de France et je les ai organisés donc par pâte pressée, pâte persillée, croûte lavée, croûte fleurie, bref. Le guide, le mini-guide complet du débutant pour le fromage français, il est disponible sur ta transcription. Attention, ne pas regarder les photos sans avoir mangé, ça risque d'ouvrir ton appétit. Et donc, si tu n'es pas encore membre du club, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. Bonne écoute et excellente dégustation.
Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, je suis avec Yannick. Salut Yannick. Bonjour Yasmine, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Yannick, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, j'imagine qu'elles ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, moi c'est Yannick, 36 ans, artisan fromager dans le 15e, rue du Commerce. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. Donc je suis avec Yasmine qui a eu la gentillesse de me recevoir. Donc je suis prêt à répondre à ces questions. Je suis hyper Dis-moi. curieuse. J'ai plein de questions sur forcément le fromage. Mais comment tu es devenu artisan fromager? Alors moi c'est atypique mon parcours. J'allais dire c'est la problématique mais pas du tout en fait, pas du tout. C'est que j'étais pas du tout bon élève à l'école. Vraiment très mauvais, très dissipé et pas rebelle parce que c'est pas le cas, j'ai pas fait de crise ou quoi, mais j'étais pas ancré dans ce système scolaire qui était prévu pour les enfants classiques ou autres. Moi j'étais pas du tout dedans. Ça veut dire que en fait je suis sorti de 3e, bilan catastrophique. On me dit écoute Yannick, tu peux pas redoubler. Je dis bon bref, tu te poses des questions pourquoi, on dit écoute tu nous as fait la misère pendant 4 ans, c'est mort. Donc en fait, tu te rends compte que déjà petit, à 15 ans, tu te retrouves dans une case. Ce qu'on appelle, je sais pas si tu connais l'expression en français, quand t'es un peu bidon à l'école, on t'envoie dans les voies de garage. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Chant de collège, faut trouver une école, sinon tu fais rien. L'école, vu que c'est plus obligatoire à partir de 16 ans, donc t'es obligé de faire quelque chose. Donc je me retrouve en alternance, en CAP mécanique. Donc je rentre en CAP. Tu te rends très vite compte que t'as rien à faire là-dedans, que t'es pas plus bête qu'un autre, que le CAP c'est compliqué, c'est que tu tombes sur un autre univers, déjà t'es pas motivé parce que tu fais en cours, mais je lâche pas, je me dis écoute ça peut être une expérience, je reste dans le truc. Je fais 2 ans, je passe mon diplôme, et comme un fou je refais des années d'études en mécanique parce qu'en fait je veux faire autre chose. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire en mécanique. Je vois l'expérience des 2 ans que j'ai eu. Je vois qu'il y a, je vois autour de moi les gens avec qui je bossais avaient plein de choses super sympas dans leur vie. Donc je me dis, écoute, pourquoi pas tenter quelque chose. Donc je refais une année cette fois. Et en fait, je vois que c'est mort. Je suis pas fait pour ça. Moi, je suis pas fait pour ça. Je suis fait pour parler, être dans un monde où faut que ça bouge, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, faut qu'il y ait un truc qui se passe. Je décide de rester toujours dans la voie professionnelle. Je veux faire un bac pro commerce, donc je me lance en bac pro commerce. Ça marche super, j'adore. Là, c'est mon truc. La vente. Commerce, là, c'est mon truc. Je sens que je suis bien. Je sens que je suis à l'aise, surtout. Avec les gens, parler, communiquer, c'est pas un problème. Je finis mon bac. Je décide de faire un BTS NRC parce qu'à l'époque, mon prof, un de mes profs qui était dans la gestion et le commerce me dit écoute Yannick, toi, faut que tu fasses quelque chose où il y ait de la négo. Mais des longues négo. C'est-à-dire qu'en fait, vu que tu arrives à mettre les gens à l'aise, faut que tu fasses des longues négociations. Je dis ok et tout. Je dis bah vas-y, je me lance dans le BTS NRC. Sauf que le BTS NRC, je devais avoir quoi, peut-être 20 ans, 21 ans. La vie me rattrape, il me faut des sous. Il faut des sous. Il me faut des sous. Donc j'arrête tout. J'arrête. Et ensuite, c'est une belle anecdote parce que moi, faut que tu saches que en fait, je travaille. Moi, je suis le bras droit de mon patron. Sauf que mon patron, pour l'histoire, c'est comme mon frère. Je parle dans l'esprit, dans le truc, c'est qu'on a une relation, c'est comme mon frangin. Je me retrouve au chômage, je sais plus pourquoi, je sais plus, je devais travailler dans une boutique, je me retrouve au chômage. Et je galère à trouver du boulot, je galère. Je me retrouve dans un grec, à manger avec mon pote, mais par hasard, on mange, on est posé, on est 4, on rigole. Et le gars me fixe tout le long où on mange, le gars me fixe. À un moment, je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pété un plomb, c'est quoi? Il me dit, écoute Yannick, t'es parfait. Il me dit, t'es parfait. Je dis, ah bon? Il me dit, écoute, j'ai ouvert une boutique. Moi, je me dis mortel. C'est un pote à moi. Il a ouvert une boutique. Je dis incroyable. Terrible. Il me dit tu viens rue du Commerce, telle adresse. Et je te montre un peu ce que je fais et tout. Je dis vas-y, terrible. Ça, c'était 3 semaines après qu'il ait ouvert. Après qu'il ait signé, je suis venu 3 semaines, un mois après. Et en fait, j'arrive devant, je vois une fromagerie. Je dis oh, mais c'est quoi
c'est quoi cette carabistouille qui m'a fait, le mec? Carabistouille. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il m'amène dans une fromagerie, C'est un fou. mais c'est un fou. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai rien. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans une fromagerie? Et alors, je dis, en plus, ça pue. J'ai dit, mais je vais faire quoi là-dedans? Je pense que t'as un jeune public, je vais être très poli et très... Ils peuvent tout entendre. Non, mais je vais être... Et il me dit, écoute, tu te tais et tu vas bosser, c'est tout. Tu viens. Et tu vois, 13 ans après, au final, je me retrouve dans cette histoire, mais c'est incroyable. Incroyable ce qu'on vit. Rue du Commerce, vous êtes dans le 15e arrondissement, donc pas très très loin de la Tour Eiffel. Ouais, Très jolie rue commerçante d'ailleurs. historique même. Oui, Ouais, c'est très mignon, c'est très beau, c'est très chouette comme ambiance. Et donc, bon, il t'embarque dans son aventure du fromage. Et Complet. comment tu as réussi, dès le début, à te réconcilier avec l'idée de devenir artisan fromager? Alors, déjà, tu te réconcilies parce que tu manges quelque chose de bon, en fait. Quelque chose de quali. Quelque chose que j'ai pas connu quand j'étais plus jeune. Avec mes parents qui avaient pas forcément les mêmes moyens que certains, ou des gens ont de la chance de manger du fromage de qualité. Là, tu découvres du bon. Donc forcément, ton palais change. C'est-à-dire que tu te retrouves dans quand même un domaine de haute qualité. Donc les 2 premières années ont été un peu... voilà, j'apprends le métier. J'essaye. Parce que même aujourd'hui, 13 ans après, j'en apprends tous les jours. C'est illimité le fromage. Illimité. Bah, tu sais ce qu'il disait, De Gaulle. Hein. Comment tu veux gouverner un pays avec autant de fromage? Exactement. Donc non, c'est illimité. Je pense que j'ai lu un bouquin il y a peut-être 5 ans, 6 ans, où il y avait le pays avec plus de 1000 fromages. Oui, c'est pas étonnant. Tu peux manger presque 3 ans, tous les jours, un fromage différent en France. Que tu ne connais pas. Que tu connais pas, bien sûr. Mhm. Donc t'apprends, tu découvres que c'est le terroir, en fait. Mhm. T'es dans un métier noble, tu rencontres des personnes que tu pensais pas voir à une autre époque. Donc non, c'est super intéressant, super intéressant. Et en fait, le métier d'artisan, c'est que tu le saisis parce que tu te rends compte de la chance que tu as de bosser pour un produit comme le fromage, comme les mecs qui sont bouchers ou poissonniers. Tu sais, tu sens que tu as quelque chose entre les mains. Et aussi, tu vois, je suis parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, pour les métiers comme le mien, ils appellent ça des visas art. Oui. Si on te donne un visa, c'est des visas art. Ça veut dire que tu es considéré comme artiste. C'est fort, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'Américains qui écoutent ce podcast. Ah bah, welcome. T'as goûté un petit peu de fromage aux États-Unis? Non, pas tellement. C'est quoi? Enfin, ils ont pas tellement de fromage, les Américains, du coup. Et je pense Cheddar, des choses comme ça. Ouais, et je pense qu'il y a aussi du... Je sais qu'à l'époque où je suis parti à New York, ils avaient embarqué des paysans français pour fabriquer dans le Vermont. Ah, c'est possible. Ouais, c'est où ils fabriquaient leur comté, les choses comme ça. De toute façon, le meilleur fromage, il est ici à Paris, rue du Commerce, donc... Y a pas... Cherchez pas plus loin. Absolument. Et donc, du coup, tu découvres, ce monde fabuleux du fromage, des artisans. Tu rencontres des personnes, des artisans qui créent eux-mêmes leur fromage, des fromagers. Et quelles ont été, par exemple, tes découvertes par rapport au fromage que tu connaissais avant de rentrer dans la boutique et celui après, par exemple, le fromage du supermarché? Je pense les brie, camembert, les choses comme ça, où en fait tu te rends compte qu'au supermarché tu manges quelque chose insipide. Il y a rien qui se passe. C'est-à-dire que tu manges, mais moi c'est que j'ai un souci, c'est que je suis pas trop dans quand ça a trop le goût de lait, j'aime pas trop. Et en fait c'est vrai que c'est vachement lactique les produits de supermarché. Après, je critique pas les supermarchés parce que je sais qu'il y a des boutiques où ils ont des gammes où ils évoluent, mais c'est vrai que moi, ce que je mangeais petit, oui, vas-y, tu peux dire des noms. Caprice des dieux, les choses comme ça, c'est vraiment, il y a rien qui se passe. C'est-à-dire que tu tombes là-dedans, tu te dis, bon, quand tu grandis comme ça, on te dit, ouais, bon, le fromage, ouais, le fromage... pas du fromage. C'est bidon, il y a rien, quoi. Mais quand tu tombes sur des produits travaillés où il y a un peu de... Il y a des choses qui se passent, non, c'est différent, complètement différent. Complètement différent.
Tu dis que tu continues à découvrir des fromages encore maintenant, 13 ans après avoir commencé l'aventure. Est-ce que tu as en tête un fromage que tu viens de découvrir ? Ouais, il y a un meilleur ouvrier de France qui fait des tomes de brebis. Alors, ce qui est marrant, c'est surtout les noms qu'il a donnés, c'est le Napoléon et l'Hercule. Ok. Mais alors, pour l'histoire, le Napoléon, je crois que ces bêtes sont sont dans un versant dans les Pyrénées où ça s'appelle Napoléon. J'ai lu ça quelque part, je me suis pas... Napoléon, je pensais que c'était une histoire loufoque, mais pas du tout en fait. C'est qu'il y a un versant qui s'appelle Napoléon. Par contre, Hercule, je pense que c'est vraiment une idée loufoque qu'il a eu de l'appeler Hercule, je pense vraiment. Oh, mais il fallait oser, c'est bien. Bah ouais, bien sûr, ça fonctionne. Et donc, très bon, tu recommandes ? Ouais, incroyable, top. Ouais, extraordinaire. Est-ce qu'il y a des... Tu sais, par exemple, il y a un peu ce mouvement de nouvelles brasseries, de nouvelles bières qui sont bien sûr. lancées par des jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a aussi le même mouvement avec le fromage ? Des jeunes qui décident de tout foutre à la poubelle pour se reconvertir Oui, alors pour ouvrir les boutiques, mais c'est vrai qu'il y a une grosse tendance, pas toujours pareil, hein, ça va être le même sujet, c'est l'après-Covid. Où les gens, mais je vois, c'est vachement les gens qui sont, tu sais, les gens qui sont dans des bureaux, des chefs de projet, des choses comme ça, où en fait il n'y a pas de quelque chose de concret dans leur métier, tu vois. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce qu'ils font, il y a des chiffres qui tombent, mais ils connaissent pas, ils savent rien de leurs clients. Et je pense qu'ils avaient besoin de retrouver ce contact. Et fromager, c'est facile. Il n'y a pas besoin de réelle formation. C'est facile, il faut juste avoir l'envie de se dire que t'es motivé et puis de connaître un minimum. Mais c'est facile d'être fromager, très très simple. C'est pas comme boucher, poissonnier où c'est dur, faut couper, faut savoir faire il faut savoir certaines couper. choses. Là, le fromage, il arrive, c'est simple, très simple. C'est-à-dire que tout le monde s'est lancé dans le fromage. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est beaucoup de boulot. Parce que je connais des gens qui sont sortis pensant que fromager, c'est facile sur le papier, mais c'est du taf. C'est quoi une journée type d'un fromager ? Journée type d'un fromager, c'est le matin, c'est 3 fois par semaine, le matin, 4h30 debout pour aller sur le mine, comme on appelle ça, sur Rungis. Rungis, Essayer de voir les dernières tendances, les meilleurs prix que tu peux avoir, meilleur affinage aussi, parce que si tu connais pas le produit, s'ils te connaissent pas, Rungis, c'est un monde, c'est terrible. C'est énorme, non ? C'est la taille de Monaco. C'est Monaco. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Rungis pour les personnes qui connaissent pas le concept de Rungis ? Rungis, faut savoir que Rungis, tout ce que vous mangez dans vos assiettes vient de Rungis. C'est grâce à eux que tout le monde mange. Ça veut dire que tout le monde se fournit à Rungis. Et c'est un monde... je pense que c'est la meilleure école de commerce qui existe au monde. Rungis. Faut savoir, quand tu vas à Rungis, c'est purement professionnel. En fait, tu joues pas. C'est que tu viens à 4h30 du matin jusqu'à 8h. C'est que ça parle affaires. C'est tout ce qui touche à la nourriture. Même, tu vois, quand il y a eu les crises... quand il y a eu la crise sanitaire par rapport dans les boutiques où les commerces n'étaient pas approvisionnés, Rungis, tu vois, Rungis était là, ils ont maintenu le truc. Non, tout se passe en termes de bouche, tout se passe à Rungis. J'avais même entendu dire qu'il y avait des restaurateurs belges qui se fournissaient aussi à Rungis. Donc ils viennent jusqu'à Paris pour acheter leurs produits. Il n'y a pas que les Belges, hein. Tu sais que moi je connais un gars sur Rungis, il fournit le Japon en fromage. Hein. Oh waouh. Ouais. Non, c'est international. Hein. Non, attention, Rungis, c'est vraiment tous... s'il y a un blocus sur Rungis, on peut mourir de faim. Hein. C'est pas des blagues. Hein. J'ai toujours été très curieuse de Rungis. J'ai vu qu'il y avait des visites, mais j'ai vu les horaires. C'est tôt. Ouais, je pense que c'est 3h du matin. Ouais, c'est tôt. Ouais. Faut être prêt. Ouais, faut être prêt. 3h. Mais je le ferai quand même. Je pense qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Ouais, Est-ce que tu te souviens de ta première fois à Rungis ? Ah, perdu. Perdu. Le monde, il s'arrête pas. Toi, t'arrives là-dedans, tu connais pas. C'est... pour une parenthèse, l'anecdote, moi, je m'en souviens quand Thomas, il a ouvert. 6 mois après, il a failli arrêter. Et les mecs, ils sont sans pitié. Vraiment, c'est... C'est-à-dire que tu les connais pas. Ils te mettent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que...
Si tu fais pas attention, ils te mettent des dates courtes, ils te mettent des produits pas de bonne qualité, ou ils te mentent, ils te disent que c'est ça alors que c'est pas ça, ils t'envoient balader. Le mine, il est énorme, ça te dit, tu viens de commencer, tu demandes des renseignements, on te dit ouais, c'est où qu'on trouve ce produit-là, c'est pas là, va là-bas. Mais c'est où même c'est là-bas, où tu m'envoies, je connais pas. Et tu tires les palettes, les gens ils se foutent de ta gueule parce que voilà, c'est dur. Ah ok, donc il n'y a pas vraiment de fraternité à Rungis, c'est chacun pour sa gueule. Au début, non. Quand tu commences, celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Au début, faut te battre. Vraiment, faut te battre. Parce que c'est un monde, c'est comme ça. Rungis, c'est no pity in business. C'est comme ça. Il y a des femmes à Rungis? Très peu. Ah ça oui. commence, je trouve, un peu. Ouais. Mais non, c'est un monde très masculin. Très, très masculin. Moi, ça m'étonne pas. Ouais. Ça a l'air. Ouais, c'est très masculin. C'est très masculin. Mais ça commence un petit peu. C'est vrai que moi, depuis 2-3 ans, je trouve que ça. Il y a de plus en plus de filles qui bossent à Rungis. Mais elles doivent souffrir. C'est hyper intéressant. Et donc, tes premiers pas à Rungis, donc maintenant, là, c'est la maison. Ça y est. C'est bon. Ça y est, c'est les amis maintenant. C'est incroyable. Mais c'est dur au début, hein. Franchement. Quand tu te lances et que tu vas sur le mine, faut pas lâcher, c'est pas facile. En plus, il est tôt. Et il est tôt. C'est pas facile. Et puis il y en a qui sont pas gentils, hein. Faut dire qu'à Rungis, il y a certains gars qui sont pas gentils, hein. Nous, on a eu de la chance de tomber sur un gars, au début, quand on a commencé, qui a été extraordinaire avec nous, vraiment, vraiment top. C'est lui qui nous a présenté les gens. Donc il a créé une proximité et après, une fois que ça s'était lancé, ça s'est mieux passé. Mais au début, c'était très très compliqué. Ensuite, donc tu commences ta journée type, tu vas à Rungis 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Le mardi et le vendredi, généralement, c'est les plus grosses journées. C'est-à-dire que le mardi, t'as Rungis. Ensuite, t'arrives à la boutique et donc tu ranges la marchandise. Mais c'est surtout que, vu que le week-end a été un peu mouvementé, vendredi, samedi, dimanche, le mardi, tu dois tout remettre à neuf. Nettoyage, tu remplis, tu refais la rotation des dates des produits, tu vérifies tout. Quand tu arrives de 9h, le temps de ranger, ouais, ça veut dire que on va dire de 10h du matin jusqu'à 13h, tu vois pas le jour. C'est-à-dire que tu es concentré sur tes tâches que tu as à faire. Mais je te mens pas que c'est plus du nettoyage, hein, le mardi, c'est... Tu racles le sol, et les meubles, mais bon, ça fait partie du métier, ça. Vous êtes fermé le lundi? On est fermé le lundi, ouais. Ok. On est fermé le lundi. Donc le mardi, tu racles, ensuite, et puis il faut pas oublier il y a quand même des clients qui rentrent, donc tu dois t'occuper d'eux aussi. Et donc tu finis ta journée vers où tu es bien, où tu peux te dire que tu fais que de la vente, c'est vers 17h. Donc tu finis à 20h. Et le reste de la semaine, c'est que tu prépares pour le week-end, généralement. C'est-à-dire que moi, je reçois des meules de comté qui font 40 kilos entières. Bah, le but, c'est de les détailler. Donc, t'as plus qu'à couper tes meules en avance, tout couper d'avance. Donc, ouais, ça prend... Mercredi, jeudi, généralement, tu fais de l'avance pour ton week-end. Comme ça, le samedi, quand tu bosses et qu'il y a du monde, tu te sens pas un peu... T'es pas débordé. Et que ça se passe au mieux. J'ai une question de vocabulaire. Meule, c'est uniquement pour les très très grands fromages enfants? Non, une meule, c'est quelque chose de rond, généralement. Tu peux utiliser pour le camembert? Non, pas trop. C'est pour les... Ouais, plutôt. Que tu découpes, hein? Ouais, plutôt, okay. plutôt. Meule comté, raclette. Fromage de raclette aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as dit un peu plus tôt que c'était assez simple comme métier, mais il y a quand même un art pour découper le fromage. Tu peux pas le découper n'importe comment. Ça, tu l'apprends, ça, avec le temps, ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui coupaient le fromage n'importe comment, par exemple? Oui, tout le temps. Mais tu parles de quoi, par exemple, à la maison ou en termes de professionnels, les fromagers? Oh, les deux, comme tu veux. Alors, à la maison, je peux pas trop critiquer parce que je pense que je ferai pareil, mais oui, il y a des techniques, de coupe. Comme on dit, par exemple, pour le brie, on coupe jamais le nez. Ah oui, la pointe. Ouais, on coupe jamais le nez. C'est-à-dire que tu es toujours obligé de le couper en long, mais au bout d'un moment, y a plus. t'as pas le matériel pour... tu vas pas acheter un grand couteau pour... À la maison, je critique pas trop, mais par contre, des fromagers... ouais, j'ai vu des coupes catastrophiques.
Après, c'est des gens qui arrivent dans le métier et qui n'ont pas eu de formation adéquate, on va dire. Moi, j'ai eu de la chance et j'ai appris le métier avec une grande professionnelle qui m'a appris la coupe. Ça, je suis sûr que c'est des choses qui se font plus, mais des coupes diamants, ça s'appelle. Ok. C'est joli comme nom. Oui, Ouais. alors c'est quoi? Les coupes diamants, c'est généralement c'est avec le Cantal que tu coupes ça. Ça veut dire que les coupes diamants, c'est un raccourci pour dire que tu fais en sorte de couper pour pas que les gens sur la fin n'aient trop de croûte en fait. Parce que c'est facile de couper devant. Sauf qu'arrivé sur la fin, les gens ils se retrouvent avec la croûte. Et si tu jettes la croûte, ça fait toujours de la perte. Et puis ainsi de suite. Donc c'est des coupes diamants. C'est-à-dire que tu fais en sorte de couper pour qu'il y ait le moins de croûte possible pour le client. Que ce soit homogène en fait. Mais ça, si vous voulez voir ça, faut que venir à la boutique que Et je vous il montre. faut venir. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre. En parlant de croûte, Oui. est-ce qu'on mange la croûte ou on ne mange pas la croûte? Il y a Croûte naturelle, tu peux la manger, oui, tout à fait. croûte naturelle, ok. Tout ce qui est, c'est ce qu'ils appellent croûte mixte, c'est-à-dire que tout ce qui est les raclettes, Saint-Nectaire, tout ce qui est naturel en fait, où la flore elle se développe naturellement, oui, tu peux la manger. Les comtés, les Beaufort. Par contre, les goudas, tout ça, les croûtes en plastique, faut pas manger. Hein. C'est de la cire, hein? Ouais, c'est de la cire, laisse tomber. C'est même du plastique des fois. Hein. Ah oui, plastique. Ouais, donc vaut mieux éviter. Donc croûte naturelle, oui. Donc Saint-Nectaire, justement, je me posais la question, est-ce qu'on la mange ou pas? Parce que parfois, tu vois des personnes qui ne mangent pas et... Alors, moi, personnellement, je la mange pas, mais c'est juste un côté gustatif. C'est qu'en fait, j'aime pas la texture. Ah, Tu manges du mou, il y a quelque chose de dur, ça me débecte. J'aime pas ça. Oui, j'essaye de bien parler. Comme ça fait du vocabulaire pour le podcast. c'est très bien. Ça me débecte. En plus, c'est comme ça me dégoûte, mais c'est vraiment plus fort, je trouve. Ouais. Non, j'aime pas du tout. Mais ça se mange hein, sans problème. Ok. Ensuite, on va continuer dans le vocabulaire. Oula. La différence entre un fromage avec du lait pasteurisé ou un fromage pasteurisé et lait cru. Alors, pour être précis, c'est du lait cru, c'est quand le lait pendant la fabrication est chauffé à 40 degrés. Quand ça passe pasteurisé, c'est chauffé à 72 degrés. C'est qu'en fait, le lait cru, quand il est chauffé à 40 degrés, tout ce qui est... toute la vie qu'il y a dans le lait, dans le fromage, est encore intacte. Lait pasteurisé à 72 degrés, il n'y a plus rien. Ok. Je pense que Mais attention, pour revenir là-dessus, du lait pasteurisé n'est pas un gage de mauvaise qualité. Hein. Oui, ok. Il y a du pasteurisé qui est très très bien. T'as un exemple en tête? Les poisses, Ah, les pois, c'est bon, ça. incroyable. Pourtant, c'est pasteurisé. Ah ouais? Ouais. Ok, donc pour les Américains, parce qu'il me semble que le fromage au lait cru est interdit aux États-Unis. Oui. Mais du coup, les poisses, si vous connaissez pas, vous devez trouver. C'est très fort, mais c'est très bon. Je trouve pas. Ah ça ouais a plus d'odeur que ça a de goût quand même. Hein. Je trouve Oui, que c'est c'est vrai. fin. Mhm. Je trouve que c'est fin. Mais c'est vrai que c'est fort, non. C'est vrai que c'est... Là, je parle de mes goûts personnels. C'est vrai que c'est fort quand même. Ensuite, il y a pâte molle, pâte Dure. dure ou ferme? J'ai vu les deux sur Il internet. y a les croûtes... Il y a les pâtes pressées cuites et il y a les pâtes pressées non cuites. Alors, les pâtes pressées non cuites, c'est tout ce qui est Cantal, tome de brebis, ces choses-là. Tout ce qui est pâte pressée cuite, c'est Beaufort, Comté. Ça, c'est pareil, c'est un terme qu'on emploie, pâte pressée cuite et pâte pressée non cuite. C'est le chauffage pendant la fabrication du fromage. C'est-à-dire que les pâtes pressées cuites sont plus chauffées, ce qui rend un peu le côté ferme du fromage. Il y a les croûtes qui sont différentes aussi. Les croûtes lavées, les croûtes fleuries, Ouais. les croûtes persillées. C'est quoi la différence entre toutes Croûte ces lavée, croûtes? c'est tout ce qui est un peu, quand vous arrivez dans une fromagerie, une croûte lavée, c'est tout ce qui donne un peu ce côté orange. En fait, c'est quand ils fabriquent ces fromages-là, c'est avec la saumure. Il y a une bactérie qui se développe, qui donne un peu ce côté orange. Ce qu'il y a par exemple sur les poisses. Mhm. Les poisses, le langue, ça c'est des croûtes lavées. Et vachement humide aussi comme produit. Et il y a aussi les croûtes fleuries. C'est type... c'est tout ce qui est type camembert, Neuchâtel, Coulommiers, Brie. Toutes les croûtes un peu frisées, blanches au-dessus. Et croûtes persillées, c'est tout ce qui est bleu. Mmh.
Enfin, c'est même pas des croûtes, qu'est-ce que je raconte? C'est des pâtes, pardon. Des pâtes. Les pâtes persillées. Ça, c'est tout ce qui est bleu, roquefort, ce que vous voyez dedans. Voilà, donc maintenant on a le guide complet. Et encore, hein, franchement, Et j'ai été dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, hein, parce que ça pourrait être plus technique. Hein. Imaginons, il y a des personnes qui écoutent ce podcast, et évidemment, en écoutant ce podcast, ils vont avoir envie de manger du fromage. Et est-ce qu'il y a un ordre précis pour manger du fromage? Je dirais, tu manges du plus doux au plus fort, mais ça, c'est pareil, je pense que les gens se prennent trop la tête sur ces choses-là, à essayer d'avoir des règles. Moi, ce que je pense personnellement, et c'est ce que je dis aux gens, quand ils viennent me voir et qui font les dandys, on va dire. Hein. Les dandys. Faut dire ce qui est. Hein, les snobs. Ouais, un peu. Moi, je trouve que le fromage, c'est quelque chose quand même qui est de bonne franquette. Ça veut dire que t'as du bon fromage, du bon vin, des bons copains. C'est bon. T'es pas dans les histoires de... Pas de chichi, quoi. Ouais, non, je suis pas... Moi, je suis pas du tout... Je suis pas du tout là-dedans. Après, il y en a qui aiment bien être plus technique. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que quand même le fromage représente quelque chose de terroir, de brut. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de chichi dans des bêtises. On vit déjà d'une époque un peu compliquée pour s'embêter à manger... dans quel ordre est-ce que je mange le comté avant le brie? On s'en fout, faites-vous plaisir. Mangez du fromage. Mais faites-vous plaisir. Tu parlais justement du week-end où voilà, tu faisais des plus grosses ventes. En général, les Parisiens, rue du Commerce, qu'est-ce qu'ils aiment manger comme fromage? Moi, c'est le comté. Hein. Ah, le comté. Ouais, le comté. Hein. Franchement, le comté, c'est ce que je vends le plus, le comté. Comté, brie. Après, j'ai de la chance, c'est que je vends tout. Mais, mais le comté, dans le comté. Le comté, ça reste top 1, je pense. Ouais. Bah, c'est très bon, le comté. Ouais. Y a beaucoup de comtés, d'ailleurs. Il y a plusieurs affinages et tout ça. Je suis déjà allé jusqu'à 46 mois, moi. Ah, et t'as de la fleur de sel Alors, on appelle pas ça de la fleur de sel. Ah, comment ça s'appelle? C'est de l'acide aminé. Ok, et c'est... Alors, en fait, c'est le sel qu'il y a naturellement dans le lait qui, avec le temps, ressort. Ce qui donne cet effet craquant dans le fromage. Ok, comté, brie. Et là, maintenant, là, on est en hiver, c'est 26 novembre. Donc... Oh, raclette. On n'en parle pas. Wow. Raclette. Wow. Et que penses-tu des personnes qui mangent de la raclette en été? Bah, moi, personnellement, je pense qu'ils sont complètement malades. Complètement fous. Et encore, même là, j'en mange, mais je trouve que même il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Moi, c'est vraiment... il faut qu'il fasse froid, la raclette. Non, mais de la raclette en été, il faut être complètement allumé. J'ai organisé une raclette avec des élèves. On est allé au Chalet Savoyard. Ouais. C'était le 14 novembre. Il faisait hyper chaud. Ouais. Et je leur ai dit, on aurait dû commander une salade, désolé, mais je savais pas qu'il allait faire aussi chaud. Il faisait 15 degrés ou quelque chose comme ça à Paris. C'était pas prévu parce que l'année dernière, il faisait hyper froid. Ok, donc moi j'ai un ami qui mange, j'en ai que un. De tous mes amis, j'ai 40 ans, j'en ai un seul qui mange la raclette en été et il est français. Tu vois, on peut penser, oui, c'est un touriste. Ouais, il est fêlé, hein. Il est fêlé. Et il peut manger une dizaine de raclettes par... Ah ouais, non, c'est un vrai. Ouais, un vrai, un puriste. C'est un brave. Ah non, moi je peux... Bon, impossible. Mais même dans le fromage de raclette, il y a plein de choix. Tes préférés, des indispensables. Fumé. Et attention, fumé brézin, à souligner. Brézin. Si vous allez chez un fromager, il faut demander de la brézin. Si vous dites non, on n'a pas de brézin, prenez pas. Ah, il faut changer de fromager. Brézin. Il faut aller rue du Commerce. Fumé brézin. La brézin, elle est incroyable, il n'y a pas au-dessus. Ok. Un autre? Morbier. Morbier, ouais, t'aimes pourquoi bien? Pas morbier. Mais j'en ai une nouvelle, c'est bérose. Ah. C'est le poivre. Grain de poivre, c'est incroyable. Oh là là. Il faut savoir qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, que je n'ai pas mangé. Ah ouais, problème. Ça commence à gargouiller un petit peu. Quels sont, selon toi, des fromages qui sont sous-cotés? C'est tout ce qui est, je pense, hein, c'est tout ce qui est fabrication. Par exemple, tout ce qui est brie truffé. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est un brie à Savarin marron glacé. Ok, lentement. Un brie à Savarin au marron glacé. Ok. C'est un brie à Savarin au marron. C'est bon? Moi, je trouve ça incroyable. C'est un peu salé, sucré comme ça? Ouais, exactement. Moi, j'aime bien un peu le... Après, je trouve qu'il y a des mélanges qui sont abusés, mais dans le fromage, le mélange sucré-salé, c'est comme le brie truffé. Les gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah non, moi, le fromage, c'est classique. Il n'y a pas de mélange, sinon c'est rien. » Mais je comprends pas, c'est super bon.
Il y a des puristes aussi au niveau des fromages, hein, j'imagine. Oui, Mm. oui. Il y en a aussi au niveau de la langue française. Oui, hein. bien Donc, sûr, ouais. bien Mhm. sûr. Oui, oui. Donc les puristes, c'est quoi les phrases que tu vas entendre d'un puriste? Donc forcément le brie, on peut pas le mélanger avec Ah non, des mais c'est trucs. ça hein, la phrase de puriste. Hein. Mm. C'est moi un fromage, c'est classique. Tout seul. Tout seul, pas de Mm. beurre. Parce qu'il y en a qui mettent du beurre avec le fromage. Bon, ça, il a raison, c'est vrai que c'est catastrophique de faire ça, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est des vraies phrases de puriste, ça, c'est... Ah non, moi, le fromage, c'est pur. Il y a rien. Du pinard et du fromage. Et du fromage. Un autre fromage qui est sous-coté, qui a pas assez de succès, tu trouves qu'il devrait avoir beaucoup plus de succès? Je pense que c'est le Roquefort. Ah, ok. Mhm. Je trouve que le Roquefort, il est un peu... Les gens pensent trop que c'est quelque chose de brut et d'immangeable, alors que en fait, un bon Roquefort, c'est extra. Et tu vois, t'as des trucs tout bêtes, c'est-à-dire que même le Roquefort, si t'aimes le mélange sucré-salé, tu peux, au lieu de te faire des tartines de pain, tu te fais des tartines de poire. Ah. C'est fou, c'est monstrueux, c'est très 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 bon. Mais C'est un beau mélange. Hein. ouais, c'est très 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 bon. Mais ouais, peut-être celui-là de sous-côté. Les gens ont un peu peur du Roquefort. Mhm. Ils sont pas... Mais c'est super bon, franchement, ça mérite d'être découvert. Ou est-ce qu'il y a des faux pas à éviter avec le fromage? Des choses qui sont interdites? Bah, je vais revenir sur la raclette, mais tout ce qui est... quand les gens ils me parlent de raclette avec des fromages de chèvre, de la tartiflette, des choses comme ça, c'est carton rouge. Quand on vient me voir, on me dit... Non, mais quand tu sais que moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils veulent faire une raclette, ils veulent mettre du reblochon dedans. Ah J'ai oui dit tartiflette, mais je parlais parce que j'allais y venir. Ils me demandent du reblochon dedans. Mais je leur D'accord. dis, mais c'est bête. Enfin, moi, si tu veux du reblochon, fais-toi une tartiflette dans ce cas-là. Ne fais pas une Mais raclette. fais pas une raclette. Enfin, on m'a demandé des choses avec la raclette, c'est ça qui... ça, c'est un vrai faux pas, ça. Et ça, c'est les gens qui veulent faire les intéressants. Faut arrêter de faire ça. Arrêtez ça tout de suite. C'est chaque année en plus. Chaque année. Mais moi, le problème, c'est que s'ils commencent à me faire ça, je dis, écoutez, va aller voir notre collègue, moi, je fais pas ça, moi, désolé. Je te jure. Hein. Ah oui, t'as déjà Ah non, refusé? je te jure. Je dis, non, vos bêtises, là. Ils te demandent du reblochon, des rocamadours, Rocamadour pour la raclette? du Saint-Nectaire, du Comté. Je dis, écoutez, vas-y. Ah ouais. Allez voir quelqu'un d'autre, moi, je fais pas ça, moi. Raclette, c'est raclette, je sais pas, Moi, je suis d'accord avec toi. Raclette, c'est fou, raclette. c'est fou. Bon, bref, mais bon, ça va que ça arrive pas tous les jours, quand même. C'est souvent autour de la raclette, là, les dingueries, ou t'as déjà eu d'autres dingueries, des trucs complètement fous? Si tu dois penser à une anecdote, tu dis lui ou elle, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est pas réellement des anecdotes autour du fromage. Après, je pense que c'est le métier de vente qui fait ça, où il n'y a pas d'histoire réellement. Franchement, généralement, ça se passe plutôt bien. Mhm. À part des mélanges loufoques, mais en vrai, ça se passe plutôt bien. Mais après, les dingueries qu'il y a eu, c'est tout ce qui est en termes de vente, d'expérience de vente. Mais ça, tous les commerçants Tous. vivent ça. Des fois, tu tombes sur la tête. Il y a des choses qui sont folles. Mais en termes autour du travail, de mon travail, du fromage, franchement, j'ai de la chance. C'est qu'ils sont, moi, rue du Commerce, ils sont super. Ils sont vraiment top. Hein. C'est des gens de proximité. C'est des gars que j'ai connus depuis. Ils m'ont connu jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, 23 ans. C'est-à-dire qu'ils m'ont connu petit. J'ai grandi avec eux. J'ai connu leurs enfants. Donc, généralement, ça se passe super bien. Il n'y a jamais eu de dinguerie. Franchement, là, tu vois, mais c'est pareil. C'est une expérience de vente. C'est, par exemple, tu coupes une mimolette. Elle se casse. Ou quand tu racles de la crème fraîche avec la cuillère. Moi, j'ai déjà vu des gens mettre leurs doigts dans la crème fraîche et la goûter pleine bave. Enfin, Dans ton magasin? bien sûr. Oh, mais non. ça, c'est des expériences de vente. Tu peux rien. C'est-à-dire que tu les regardes, tu te dis, mais faut être complètement abruti pour avoir. Ou soit tu coupes du fromage, c'est-à-dire qu'il y a des bouts qui tombent. Les gens picorent sur ton plan de travail. Avec le couteau à côté. C'est fou. Mais c'est des choses. Mais ça, c'est pas un problème c'est un problème de comportement. C'est Oui, que les gens oui. sont cinglés. Les gens sont cinglés. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Donc non, après, franchement, moi, on a de la chance, c'est que nos clients sont super, on les connaît depuis longtemps. Ils viennent, c'est la famille. Des fois, ils achètent rien, ils prennent juste le café. C'est cool, franchement, c'est cool. Franchement, c'est super cool. T'as beaucoup de touristes qui viennent aussi acheter du fromage? Ça commence, ouais. Enfin, j'ai toujours eu, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où il y en a un peu plus que d'autres. Tu vends sous vide aussi? Sous vide, bien sûr. Ok.
D'accord. Donc du coup, même si vous prenez l'avion, vous pouvez venir faire votre stock de fromage. Rue du Commerce, quel numéro ? 66. 66. Pour juste une petite parenthèse, le brie truffé, je l'ai goûté, il est très bon. Merci. Merci. Il est très très bon. Le seul inconvénient, c'est que tu es à l'autre côté de la ville. Tu sais que c'est le meilleur de Paris, hein. C'est vrai ? Il a été... Oh, mais tu le dis que maintenant. Ouais, tu sais que le brie truffé, un jour... pareil, je crois que c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est que on devait avoir une journaliste d'Europe 1 qui bossait pour... je suis un fou, qui bosse pour Europe 1 du coup, mais qui a dû acheter du fromage chez nous. Et la fille, 2 jours après, a fait une chronique sur nous. Magnifique. Où en fait, le repas typique de Noël, je sais pas, je pense elle a fait une enquête par rapport à d'autres fromages et tout ça. Et entre eux, je pense, mais je dis meilleur de Paris parce que je le pense sincèrement. Il est très très bon. Incroyable. Mhm. Où la fille, elle a dit pareil, j'ai jamais mangé... jamais mangé ça de ma vie. Après, il est fait avec amour. On le fait à la boutique, donc C'est fait sur place. c'est place. Par Rungis. Beaucoup de Rungis, ça c'est sûr. Rungis. Du coup, Yannick, pour ceux qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, on les invite à te rejoindre, te faire un petit coucou rue du Commerce. Avec grand plaisir. Numéro 66. Tout à fait. Il faut dire que vous venez de la part du podcast, comme ça au moins. Magnifique. Et une dernière chose, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années ou pour les 5 prochaines années ? Que chacun reste fidèle à la fromagerie. Surtout. Parce qu'on se bat, on travaille dur, donc que chacun reste fidèle. Et puis on essaye d'acheter une dizaine de fromageries, qu'on inonde le marché de Thomas Artisan. C'est ça à souhaiter. C'est qu'on ait un peu plus de boutiques, qu'on soit un peu plus développé. C'est parce que c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on sait comment on travaille, on sait d'où on vient et on le mérite, je pense. Ah oui, clairement. On le mérite, je pense. En plus, donc, vous en avez 3, donc rue du Commerce, rue Cadet dans le 9e et dans rue Rambuteau dans le Marais. Bon, je vous attends rue d'Aligre, dans le marché. On aimerait bien. Ouais. Je te jure, on aimerait bien. C'est marrant que tu me parles de ça, on aimerait bien. Ouais. Moi, je vous attends. On donc, bien, voilà. Donc, pour 2026, mais 2027... souhaitez-nous une dizaine de boutiques. Voilà. Et on est bon. Merci beaucoup, Yannick. C'était hyper intéressant. Beaucoup. Merci, Yasmine. C'est gentil. Tu veux continuer cette conversation avec moi ? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!